Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Nadia Abdelaziz Boris. Je m'en vais dans les prochains moments m'entretenir sur la thématique du management de la sécurité et de la sûreté pour les ONG et les organisations internationales. Pour me présenter en quelques mots, je suis spécialiste de la sécurité des entreprises, sécurité des organismes humanitaires. J'évolue également dans la gestion de crise. J'accompagne certaines structures dans la gestion de leur sécurité, sécurité physique et immatérielle. Ce soir, donc, je vais développer dans les minutes qui vont suivre quelques notions, quelques points donc sur la sécurité dans la zone sahélienne et notamment ce qui touche le cas spécifique des ONG. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la présentation va s'attarder, ou en tout cas, on va mettre l'accent sur les pays du Sahel, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Mais ce que nous dirons concerne aussi bien les pays ouest-africains que les pays de l'Afrique centrale ou toute autre zone de conflit dans lesquelles évoluent les ONG. Donc, le Sahel aujourd'hui vit une crise majeure qui est la présence et la manifestation du terrorisme sous diverses formes. Ce terrorisme-là, donc, affecte les pays, affecte les populations et a donc pour conséquence d'entraîner ou en tout cas d'occasionner la présence et l'activité de beaucoup d'ONG dans cette partie de l'Afrique. Il faut dire que le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Le terrorisme est un phénomène qui est aussi vieux que le monde, même si c'est durant cette dernière décennie donc, que nous avons appris à connaître et à conjuguer avec le terrorisme. Le terrorisme, en affectant donc les pays du Sahel, affecte plusieurs sphères de ces pays-là. Donc, au niveau politique déjà, cela entraîne une instabilité politique. Beaucoup de changements de régime ont été constatés ces 10 dernières années dans les pays du Burkina, du Mali, du Niger. L'État ne fonctionne plus correctement à travers ces différents appareils déployés à travers le pays. Dans certaines zones même, l'État est obligé de fermer les portes des bureaux et de s'en aller. Donc déjà au niveau politique et administratif, il y a un gros chamboulement qui est opéré. Ensuite, au niveau économique, il va sentir que les populations n'arrivent plus à exercer leurs activités correctement. Cela entraîne donc un accroissement du chômage, de la pauvreté et de tous les vices qui en découlent. Au niveau socio-communautaire, le vivre ensemble n'est plus une réalité. Les affrontements intercommunautaires sont de plus en plus fréquents. Les tensions entre certaines parties du pays existent. Donc, le terrorisme touche toutes les parties et toutes les couches, tous les aspects de la vie des pays du Sahel. Pour le cas spécifique du Burkina, il faut dire que le Burkina enregistre plus de 2 millions de déplacés. 2 millions de déplacés à l'échelle du Burkina, c'est pratiquement un Burkinabé sur 10. C'est assez énorme. Énorme pour les populations en termes de difficultés de vie, mais également énorme pour l'État qui doit déployer d'énormes ressources et d'énormes efforts pour pouvoir prendre en charge donc, ces populations-là. Le terrorisme, comme je le disais d'entrée de jeu, n'est pas un phénomène nouveau. En analysant, en étudiant le terrorisme, l'histoire du terrorisme,
On voit que c'est un phénomène qui a existé depuis l'Antiquité, qui a servi diverses causes, qui a été utilisé par divers groupes à travers le monde. Mais c'est surtout dans les années 2000 que de façon médiatique, on a commencé à connaître le terrorisme à travers donc l'attaque du World Trade Center, les tours jumelles aux États-Unis, ce qui a permis donc à ces groupes-là d'apparaître sur la scène mondiale et de commencer à se faire connaître. Pour ce qui est du cas de l'Afrique, certes, certains pays comme l'Algérie ont connu le terrorisme pendant plusieurs années, mais c'est surtout à la chute du guide libyen Muammar Kadhafi en Libye, donc au démantèlement de son armée, et que nous avons commencé à sentir les effets du terrorisme donc au Sahel. Les anciens combattants qui étaient dans l'armée, qui évoluaient dans l'armée libyenne, sont donc descendus vers leur pays d'origine, que sont le Mali et le Niger et le Burkina, avec un important arsenal de guerre. Et cet arsenal de guerre-là donc a permis de raviver la violence armée qui existait dans certaines parties de ces pays-là, et du coup a créé des tensions. Nous rappelons que il y a eu une déclaration d'indépendance de la partie nord du Mali en avril 2012, et s'en est suivi beaucoup une situation donc qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Pour faire un bref historique donc de ce qui s'est passé au Sahel, disons qu'en 2012 déjà, comme je le disais tantôt, lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance d'une partie du Mali par certains groupes armés, les autorités maliennes en son temps ont fait appel aux autorités françaises et à son armée pour intervenir. Donc cela a permis de stopper l'avancée des groupes terroristes qui descendaient du nord vers le sud. À la suite de la France, la CEDEAO a tenté d'apporter un soutien au Mali à travers une force militaire sous le sceau de la CEDEAO. C'était la MISMA. Quelque temps après, les Nations Unies donc, ont pris le relais de la CEDEAO et ont créé la MINUSMA, qui a essayé, tant bien que mal, de rétablir l'ordre, on va dire, en tout cas de lutter contre les groupes armés dans la zone là-bas. Et cela a duré plusieurs années. À la suite de la MINUSMA, il y a eu le G5 Sahel, qui est une initiative africaine qui regroupait la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad, avec l'accompagnement de la France. 2017, il y a eu la création d'une part, ou en tout cas la fusion de plusieurs groupes au niveau du Mali, du Burkina et du Niger, de plusieurs groupes armés pour créer le JENIM. JENIM qui regroupe une partie du Front de libération du Massina, de Ansardine, de Ansarul al-Islam et de bien d'autres groupes qui évoluaient dans le Sahel pour créer donc le JENIM. 2017, c'est également l'année où l'opération Serval s'est muée pour faire place donc à l'opération Barkhane, à la force Barkhane que nous connaissons. 2018, 2019, 2020, les différents pays ont connu des fortunes diverses. Je parle du Burkina, du Mali et du Niger. Au Burkina, c'est essentiellement autour de cette période-là que les populations civiles ont commencé vraiment à ressentir les différentes attaques, à subir les attaques et tout ce qu'il y a comme difficultés liées à ce terrorisme-là. Quelles sont les motivations ou en tout cas quel est le but recherché par les groupes armés dans la zone du Sahel? Il faut dire donc que au-delà de l'idéologie religieuse qui est mise en avant, il y a derrière d'autres motivations
qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être communautaires également, et qui motivent donc ces groupes-là à utiliser la violence contre les États. Également, il faut dire que ces mêmes motivations sont des facteurs qui attirent les populations, surtout la jeunesse, dans les rangs des groupes armés. Donc, les groupes armés utilisent le langage que les populations veulent entendre en leur promettant une meilleure répartition des richesses, une justice plus équitable pour tous, aussi de combattre certains maux de la société tels que la pauvreté, le chômage, l'exclusion de certaines couches de la société. Donc, c'est autant de facteurs qui attirent les jeunes dans les villages, même dans les villes, dans les rangs des groupes terroristes. Euh, les modes opératoires des groupes terroristes, ce qui est pratiqué comme tactique assez courante par les groupes armés, c'est surtout les attaques contre tout ce qui est représentation de l'État, attaques contre les forces de défense, attaques contre les forces de police, attaques contre les représentants de l'État, que ce soit les préfets, les maires, les gouverneurs ou les enseignants également, à travers l'utilisation donc d'attaques directes, d'embuscades, mais également l'utilisation d'engins explosifs. D'autres méthodes sont utilisées telles que l'intimidation ou le recrutement forcé. Il y a également aujourd'hui avec les réseaux sociaux la propagande qui se répand assez rapidement au sein de la population. Bien entendu, il y a les enlèvements et autres. Et il ne faut pas oublier les soutiens que ces groupes-là reçoivent de l'extérieur. Alors, toutes ces actions-là ont forcément un impact sur les populations. Je le disais tantôt, c'est 2 millions de déplacés internes, rien que pour le Burkina. On a pratiquement un peu le même nombre pour les autres pays. Donc, c'est un fort effectif donc, que les populations elles-mêmes doivent subir, supporter, mais également que les États doivent prendre en compte. Les ressources naturelles sont pillées, que ce soit les minéraux, que ce soit les ressources naturelles telles que la faune, les forêts. Les conflits intercommunautaires, je le disais tantôt, sont exacerbés et souvent cela est même exacerbé par les groupes terroristes. Donc, forcément, la cohésion sociale en prend un coup. Le tissu social n'est plus le même et les populations sont obligées de se disperser pour sauver leur vie. Les familles en ville subissent donc la pression des populations qui fuient les conflits, ou en tout cas qui fuient la violence dans les campagnes pour rejoindre la ville. Les activités économiques ne sont plus exercées correctement et donc on a une économie au niveau national qui est en forte baisse. Tout cela contribue, on va le dire ainsi, à une instabilité au plan national et très souvent à des remous sociopolitiques avec des changements de régime, souvent par l'emploi de la force. Les conséquences sont énormes. Au Burkina, on parlait de près de 6 000 à 7 000 écoles qui sont fermées. Je pense qu'on a aussi des chiffres assez importants dans les pays comme le Burkina, comme le Mali et le Niger. Et donc tout cela contribue donc à perturber la vie au plan national. Pour les humanitaires, qu'est-ce que cela implique? Donc pour les humanitaires, la présence des groupes terroristes sur le terrain, leur action et leur violence ont des conséquences. L'une des premières conséquences est la difficulté pour les ONG, les humanitaires, d'exercer correctement leurs activités, du fait qu'elles n'ont pas accès aux populations. Je parlais plus haut de l'usage des engins explosifs. Donc, c'est une menace réelle pour les ONG. Ça limite donc le déplacement des ONG sur le terrain. Ensuite, la multitude d'acteurs armés sur le terrain fait qu'il est difficile de négocier l'accès humanitaire. Les incidents qui impliquent des humanitaires sont de plus en plus fréquents. Du fait qu'on ne sache pas à qui parler pour pouvoir accéder à une zone ou à une autre.
Il y a également qu'avec les réseaux sociaux, les médias et le contexte géopolitique actuel, la présence des groupes armés, la présence des ONG est très souvent remise en cause, mal interprétée ou même instrumentalisée à dessein pour les amener à quitter leur zone d'activité. Euh, une autre conséquence donc du terrorisme pour les humanitaires, c'est la sécurité même pour les humanitaires. Et c'est l'un des points centraux de notre présentation. Donc, c'est le fait que les ONG sont aujourd'hui ciblées par les groupes terroristes. Leurs personnels peuvent être enlevés afin de réclamer des rançons. Les personnels peuvent être attaqués pour faire passer un message. Ils peuvent être attaqués pour retirer leurs biens, notamment leurs véhicules ou les autres équipements. Et tout cela a pour conséquence donc de limiter fortement l'action des humanitaires sur le terrain, ou en tout cas l'obligation de réadapter leur dispositif de sécurité pour pouvoir mieux se sécuriser. Et l'un des derniers points, c'est la perception donc que les populations d'une part, que l'État d'autre part, et même que les groupes armés ont des humanitaires. Très souvent, ils sont soupçonnés d'être de connivence avec tel groupe ou tel autre groupe. Très souvent, on pense qu'ils agissent sous le sceau ou en tout cas pour une puissance ou une autre. Il y a beaucoup donc d'interprétations de l'action humanitaire et la mauvaise interprétation de leur action constitue donc une cause d'insécurité pour les humanitaires. Face à tout cela, les principes humanitaires qui sont l'indépendance, l'impartialité, la neutralité et l'humanisme ou l'humanité sont des principes qui doivent être au cœur donc de l'action des humanitaires afin que, d'une part, leur action ne soit pas mal interprétée, mais d'autre part, de permettre de garantir un tant soit peu leur sécurité euh, lors de leurs actions sur le terrain au profit des populations en détresse. Donc, pour cela, pour donc permettre de garantir la sécurité des humanitaires, plusieurs moyens, en tout cas plusieurs actions sont nécessaires. Il y a notamment la formation du personnel, formation comme celle-là, formation sur les notions de la sécurité, formation sur la connaissance du contexte dans lequel ils doivent s'engager, connaissance donc des règles de sécurité à adapter et à appliquer au quotidien, connaissance également des techniques de négociation pour pouvoir négocier le passage, pour pouvoir négocier même leur présence, se faire accepter et surtout des moyens, des méthodes à connaître pour pouvoir gérer les risques lorsque les incidents vont se produire. Pour faire un bref récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire, en 2023, on notait 1900 incidents avec près de 57 humanitaires tués. 57 humanitaires tués en une année, c'est pratiquement un humanitaire qui meurt chaque semaine. C'est énorme. C'est énorme pour des gens qui viennent pour aider des populations. C'est énorme pour des volontaires qui sont mus par le sentiment d'humanisme et qui viennent pour aider des populations en détresse, des populations qui en ont besoin. Les humanitaires ne sont pas partis au conflit, les humanitaires ne sont pas engagés dans la guerre, et donc il n'y a pas de raison que les humanitaires, les ONG en tout cas, subissent les effets de la guerre. Face à tout cela, les ONG doivent donc faire face à de grands défis aujourd'hui pour leur sécurité, mais également pour leur logistique. Et cela implique donc euh, beaucoup de moyens à déployer pour pouvoir mieux assurer leur mission au quotidien. Il y a aussi que les ONG doivent être proactives, anticiper, parce que la sécurité, c'est 75-80% en amont en termes de préparation et le reste, c'est de la gestion de crise. Donc, face à tout cela, nous suggérons très souvent une méthodologie qui est assez simple, qui est l'analyse du contexte. Identifier donc les menaces qui sont possibles d'affecter vos personnels, vos équipements, vos activités.
de les catégoriser. Ensuite, en fonction de la catégorisation, c'est de savoir ce que vous pouvez supporter et ceux qui sont au-delà de votre degré d'appétence. Par appétence, j'entends votre capacité à supporter ce risque-là et bien sûr à mettre en place des mesures de mitigation donc pour pouvoir, en tout cas, mitiger, diminuer, réduire au maximum les effets que ces menaces-là pourraient constituer pour vous. Donc, tout cela, c'est à travers une méthodologie assez simple. C'est l'analyse du contexte, c'est l'établissement de plans d'urgence avec des scénarios qui sont assez réalistes, savoir qu'est-ce qui peut réellement arriver, savoir comment vous pouvez réagir face à chaque situation, former vos personnels donc à ces différents plans-là et donc inviter tout le monde à travers une culture sécuritaire au sein de votre organisation à adopter ces plans et à les respecter au quotidien. Il y a également la collaboration avec les acteurs en présence, que ce soit les forces étatiques, que ce soit les autres ONG, que ce soit les organisations intergouvernementales ou internationales. C'est des structures avec lesquelles vous pouvez collaborer en termes de partage d'informations, mais également en termes de partage de capacités, de moyens, afin de pouvoir atténuer les risques ou en tout cas pouvoir gérer les incidents qui vont se présenter. Donc, beaucoup de formations existent de par le monde, beaucoup de protocoles existent, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le CEFIC s'inscrit en proposant une formation qui est adaptée donc à ceux qui évoluent dans le milieu humanitaire, une formation qui est adaptée à tous les humanitaires d'une part, mais une formation qui est aussi spécifique à ceux qui sont spécialistes de la sécurité en milieu humanitaire. Donc, comme je le disais, face à tout cela, donc, il y a la formation pour tout le monde, mais également pour le métier de référent sécurité. Pourquoi spécifiquement le métier de référent sécurité? Parce que aujourd'hui, les ONG évoluent dans un contexte que j'ai suffisamment expliqué. Les ONG ont besoin d'un personnel, un spécialiste de la sécurité, une personne qui est dédiée à l'analyse du contexte, à l'analyse et à l'identification des menaces, et donc à la mise en application de mesures qui permettent de sécuriser ses autres collègues. Aujourd'hui, les ONG travaillent de plus en plus dans des situations très, très compliquées en termes de sécurité. De par le passé, on avait des guerres classiques entre États, ou en tout cas entre une partie centrale de l'État et un groupe bien identifié. Et il était facile donc de faire respecter le droit humanitaire, le DIH, et donc d'assurer la sécurité et de préserver la vie des humanitaires. Dans le contexte actuel, ce n'est plus le cas. Donc, les choses évoluent, les dynamiques changent, les contextes sont très, très, très évolutifs et du coup, les menaces sont asymétriques, complexes et omniprésentes. Ce qui nécessite donc la présence d'un spécialiste de la sécurité au sein de chaque ONG. Ce spécialiste-là peut prendre le titre de Head of Security, il peut prendre le titre de Security Officer, responsable sécurité, référent sécurité, bien d'autres appellations. Mais toujours est-il que les fonctions et les tâches de ce monsieur restent les mêmes, de ce monsieur ou de cette dame restent les mêmes. Il s'agit donc de quelqu'un qui est là pour prévenir les menaces et surtout de gérer la sécurité au sein de son organisation. Donc, comme je le disais tantôt, de par le passé, c'est un métier qui n'était pas vraiment pris, qui n'était pas bien spécifique. La sécurité était très souvent confondue à la sûreté et donc à la santé-sécurité au travail. Et c'était confié soit à un médecin ou à un responsable de logistique ou des opérations et qui arrivait à faire le travail correctement parce que les menaces n'étaient pas énormes, les menaces n'étaient pas nombreuses et les menaces n'étaient pas aussi létales qu'aujourd'hui. De nos jours, il faut donc une approche bien scientifique, bien objective, bien holistique, qui prenne en compte la sécurité dans tous les aspects des opérations de l'organisation. Il faut un spécialiste qui comprenne les dynamiques, un spécialiste qui voit à chaque niveau où est-ce qu'un peut intervenir une menace et donc proposer une mesure de mitigation. Pourquoi un métier de référent sécu? Déjà, il faut dire que les normes réglementaires,
légale impose donc de prendre en compte la sécurité dans tous les aspects. Et donc, dans certains pays, dans certaines organisations, il est obligé d'avoir un référent sécurité au sein de votre organisation. Ensuite, la réalité, au-delà même de la législation, la réalité fait que vous ne pouvez pas composer aujourd'hui sans prendre en compte la sécurité. Sécurité des personnels, sécurité des activités, des déplacements. Donc, il est impératif d'avoir un spécialiste sécurité. L'interprétation qu'on peut en faire, la conséquence qu'on peut en tirer est que il y a donc l'émergence de ce métier-là et donc une opportunité d'emploi pour ceux qui sont intéressés par cela. Le métier de référent sécu, comme je le disais tantôt, c'est de minimiser le risque pour tout le monde, mitiguer le risque et surtout apprendre à ses collègues et à son organisation à comment gérer le risque quand il survient et donc comment à le maîtriser. La finalité étant de permettre la continuité des actions. Donc, il s'agit pour le référent sécu de permettre à l'organisation de continuer à fonctionner malgré les menaces qui existent dans la zone, mais surtout de continuer à fonctionner même si un incident sécuritaire arrivait. Le référent sécu sera chargé de faire l'analyse et le suivi contextuel en termes de sécurité. Il s'agit de savoir qui sont les acteurs en présence, quels sont les groupes qui interviennent dans votre zone, quels sont les acteurs que vous serez amenés à rencontrer, quels sont les défis qu'ils vont vous présenter. À partir de cette analyse, donc, d'identifier les menaces et donc de faire une proposition de solution. Vous êtes là, le conseiller sécurité sera donc un conseiller direct du responsable de votre organisation, que ce soit le directeur pays ou le directeur national de tel projet ou tel programme. Il sera là pour donner des conseils, des directives, en tout cas proposer des mesures de mitigation. Et il sera là également pour former ses autres collègues sur les bonnes attitudes à adopter, sur comment réagir, comment se comporter dans chaque situation. Le, le rôle de référent sécu nécessite beaucoup de qualités humaines, mais également des qualités professionnelles. Et tout cela, c'est aussi le fruit d'une formation professionnelle. Donc, au-delà de la personnalité, au-delà de tout ce qu'il a comme euh, qualité humaine, de background, il est nécessaire pour lui de se faire former. De se faire former donc à la connaissance de son métier, à la connaissance du monde humanitaire, ou également à la connaissance de tout ce qui est milieu des conflits. Car c'est l'analyse de ce milieu de conflit-là qui lui permet de déceler les menaces qui vont se présenter donc à son organisation. Tout cela donc aboutit à quoi? Aboutit au fait que le poste de référent sécurité, de responsable sécurité pour les ONG est une opportunité qui se présente à ceux qui sont intéressés, est une opportunité qui sera de plus en plus présente car c'est un poste qui sera de plus en plus demandé et il s'agit d'être prêt à postuler en ayant toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir répondre aux demandes, aux conditions qui seront présentées dans ces différentes offres-là. Donc, le centre CEFIC donc, se propose à travers une formation de 2 semaines pour un premier niveau de vous outiller avec les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir occuper donc les postes de responsable sécurité dans une organisation. Cette formation donc permettra de voir quelles sont les différentes stratégies de mise en application de la sécurité, quelles sont les différentes techniques de sécurité dans le milieu humanitaire et bien d'autres outils, les outils d'analyse contextuelle, les outils d'analyse de la menace, les mesures à prendre dans chaque cas. Donc, c'est autant de compétences que vous pourrez acquérir, autant de connaissances que vous pourrez acquérir donc, durant cette formation au sein du CEFIC Eden. Le responsable sécurité, donc, au-delà de ce qu'on a dit, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant car vous êtes en charge donc de la sécurité de vos collègues.
C'est gratifiant de voir comment, à travers les mesures que vous prenez, à travers les briefings que vous faites, comment vous arrivez donc à sécuriser vos personnels, vos collègues, sécuriser votre organisation, de sauver des vies, mais également d'intervenir pour les populations en détresse. Donc, c'est un métier vraiment passionnant et c'est un métier pour lequel il faut être prêt. Voilà. Autant il est gratifiant lorsque vous arrivez à bien faire votre métier, autant ce serait décevant si par manque de connaissances ou par manque de compétences, un incident arrivait et qu'il y ait des dommages sur le personnel, sur l'activité, sur la réputation de l'organisation. Donc, il s'agit pour vous, si vous êtes intéressé par ce métier-là, et même si vous évoluez dans le milieu humanitaire sans forcément être un responsable sécurité, de vous faire former donc pour non seulement votre propre sécurité, mais également celle de vos collègues. Donc, en conclusion, comme je le disais tantôt, l'insécurité donc affecte grandement le Sahel. Cette insécurité entraîne la présence d'organisations humanitaires qui viennent pour aider les populations. Et ces ONG qui viennent pour aider ces populations doivent tout de même pouvoir agir malgré le contexte d'insécurité qui prévaut. Et pour pouvoir bien intervenir, donc, il s'agit de connaître quelques notions de sécurité, de savoir se protéger et surtout d'avoir un référent sécurité dans votre organisation qui permettra de vous sécuriser. Merci à tous. J'ai été un peu bref pour donner la place, donc donner suffisamment de temps aux questions et permettre également des échanges, des apports et des contributions. D'accord. Allons maintenant pour ce qui est des questions. Euh, Quelle est la différence entre la neutralité et le principe de do not harm? OK. Le principe de do not harm, il est assez simple. Le principe de do not harm suggère que votre action humanitaire ne doit pas causer plus de tort à la population. Donc, lorsque vous venez pour assister une population, votre action doit permettre de soulager la détresse, de soulager la souffrance et non pas de causer un tort. Si un quelconque tort doit découler de votre action, vous violez donc le principe de do not harm et vous devez trouver une solution autre pour soulager cette population-là plutôt que par l'action que vous intentez de poser. Par contre, le principe de neutralité, c'est d'aider la population sans discrimination. Vous aidez la population sans tenir compte des principes de religion, de race, d'ethnie, de cause politique ou d'autres motivations. Donc, le principe de do not harm, c'est d'aider sans causer de tort. Et le principe de neutralité, c'est d'agir pour aider la population sans prendre parti pour une quelconque religion, une quelconque race, ethnie ou ainsi de suite. Est-ce que les FDS, les anciens militaires, les anciens policiers sont favorisés dans les recrutements? Oui et non. Oui, parce que pour certains postes, il sera clairement spécifié que les anciens militaires et les anciens policiers sont favorisés parce que leur background peut être un atout. Par contre, dans certains postes, on fera plus appel à votre sens critique, à votre background dans le milieu humanitaire, à votre connaissance de la zone. Donc, on prendra plus, on considérera plus votre aspect, je vais dire, votre flexibilité, votre sensibilité par rapport à la communauté ou par rapport au contexte. Et donc, les anciens militaires seront vus comme des personnes plus rigides que les civils, ceux qui ont un background plus humanitaire. Donc, ça dépend du poste, du contexte, d'une part. Mais ce que je veux surtout préciser, c'est que le fait d'être un ancien militaire ne fait pas de vous un meilleur spécialiste de la sécurité que quelqu'un qui n'a pas fait les forces de défense et de sécurité. On peut être civil et avoir suivi des formations bien spécifiques dans le domaine de la sécurité humanitaire qui permettra à cette personne-là d'être plus compétente, plus apte que même un ancien policier, un ancien militaire. Est-ce que les stratégies de sécurité sont pareilles dans toutes les ONG? Non. Il existe essentiellement trois stratégies de sécurité dans le milieu humanitaire. C'est l'acceptation, c'est le fait de travailler pour que la population vous accepte et vous protège à travers le partage d'informations, à travers le refus de coopérer avec des groupes pour vous atteindre, ainsi de suite. Ensuite, il y a la protection.
Donc, c'est la mise en place de tout ce qui est mesures physiques, sécuritaires et autres pour pouvoir protéger votre ONG. Donc, c'est le recours à des escortes armées, c'est le recours à des vigiles armés ou à des vigiles, c'est le recours à... Voilà, c'est autant de mesures que vous prenez pour vous sécuriser. Et la troisième stratégie, c'est la dissuasion. Donc, c'est la mise en place d'un mécanisme de réponse qui fera de sorte que les gens hésiteront à s'en prendre à vous. Voilà, ça peut être des mesures telles que le retrait en cas d'incident ou toute autre mesure. Voilà, ça fera que les populations, ou en tout cas les malfaiteurs, hésiteront à s'en prendre à vous. Et du coup, chaque ONG, en fonction de son statut, de sa mission, du contexte dans lequel l'ONG évolue, adoptera une stratégie qui est propre. Et à partir de cette stratégie, il y a des mesures pratiques qui vont donc découler. OK? À titre d'exemple, une ONG comme la Croix-Rouge a pour principe sécuritaire ou de stratégie sécuritaire l'acceptation. La Croix-Rouge n'interviendra jamais dans un milieu avec une escorte armée ou une escorte policière. Jamais. Elle se fera toujours accepter d'abord avant d'intervenir. Par contre, d'autres ONG n'ont pas de problème à se déplacer avec une escorte armée. Voilà. Donc, les stratégies varient en fonction des ONG et chacun analyse son contexte avant d'adopter sa stratégie. Est-ce que le fait de donner des informations sur la présence de groupes armés, ce n'est pas du ressort des groupes armés, pardon, des ONG d'informer les armées sur la présence des groupes terroristes dans une zone ou dans une autre zone? Le principe d'impartialité qui veut que vous ne posez pas un acte qui va favoriser un groupe par rapport à un autre groupe, vous oblige donc à ne pas donner ce genre d'informations. Si vous allez pour poser une action humanitaire et que vous voyez un terroriste, ce n'est pas de votre ressort en tant qu'humanitaire de le dénoncer. En le dénonçant, vous violez le principe d'impartialité, mais surtout, vous mettez en danger parce qu'il faut vous attendre à des représailles suite à cette dénonciation. Donc, il y a un principe qui vous protège, qui vous oblige à ne pas parler, et ce principe-là, en même temps, veille à garantir votre sécurité parce que ça permettra de ne pas vous exposer à des représailles. Quelles formations sont nécessaires pour le poste de responsable sécurité? Il y a plusieurs niveaux déjà pour ce qui est des fonctions de responsable sécurité dans les ONG. Déjà, très souvent, on parle d'assistant de LSA, Local Security Assistant. C'est le niveau, on va dire, le premier échelon, le premier palier de l'échelle. Ensuite, il y a le responsable sécurité. Ensuite, il peut y avoir le Regional Security, ainsi de suite. Donc, on peut aller peut-être juste sur le niveau collège, peut-être BPC, plus une expérience dans la sécurité. Une expérience dans la sécurité, c'est quoi? C'est une formation comme celle que le CEFIC propose. C'est des certificats que vous pouvez faire auprès de certaines autres structures ou des certificats en ligne. C'est également une expérience dans le domaine de la sécurité. C'est une bonne connaissance de la communauté. Et plus on évolue, après on peut vous demander un niveau baccalauréat ou 5 ans d'expérience dans le domaine ou ainsi de suite, monter au niveau licence dans les sciences juridiques ou sciences de la sécurité ou un master en relations internationales ou gestion de crise. Donc, il y a plusieurs niveaux et donc à vous de voir à quel niveau vous vous situez et à partir du niveau auquel vous vous situez, vous pourrez donc faire les formations qui vont avec pour pouvoir postuler donc pour les postes de responsable sécurité. Le présentateur a survolé. Ok, effectivement, j'ai survolé cette thématique. J'ai survolé surtout la partie stratégie et mise en pratique. Pourquoi? Parce que c'est assez volumineux. Comme je l'ai dit, c'est une formation pour rien que la base, c'est 2 semaines. À un niveau plus élevé, ça va à 6 semaines, 3 mois ou une année carrément pour certains niveaux. Mon but ce soir était de vous présenter déjà le contexte sécuritaire, de vous montrer pourquoi il est nécessaire d'avoir des référents sécurité dans les ONG et pourquoi donc le cabinet vous propose cette formation-là si vous êtes intéressé donc par ces compétences-là. Les stratégies de sécurité dans les ONG, rien que la stratégie, c'est un module de 2 heures de temps. Ensuite, les différentes techniques, c'est aussi 2 heures de temps, voire plus.
Ensuite, il y a les outils d'analyse de la menace. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de points qu'il fallait étudier si on devait aborder cette thématique-là. Voilà pourquoi je me suis donc contenté je me suis donc contenté de ces deux points-là, avec aussi un objectif, c'est de vous mettre l'eau à la bouche et pour vous inciter donc à pouvoir participer à la formation que le cabinet offre. Que faire en cas de trouble? Évacuer? Ok. Donc là encore, je disais que ça dépend de la stratégie que vous adoptez au sein de votre ONG, mais également il y a des techniques qu'on appelle l'évacuation, l'hibernation et la relocalisation. L'hibernation, en cas de crise, il s'agit pour vous de faire profil bas, de mettre en pause toutes vos activités, de rester dans les zones sûres, attendre que la situation s'améliore pour reprendre vos activités. Ensuite, il y a l'évacuation, c'est de quitter la zone temporairement, le temps que tout rentre en ordre et que vous revenez pour continuer vos activités. Et la relocalisation, c'est de quitter la zone, vous déployer dans une autre zone, et à partir d'où vous pourrez continuer donc à mener vos activités. Donc tout cela, c'est le travail du responsable sécurité, bien entendu avec le top management de l'ONG, de prendre les décisions, la bonne décision, en fonction de ce qui est prescrit dans votre stratégie de sécurité, la politique de sécurité de l'ONG. Voilà. Ce n'est pas des choses qui se décident comme ça, mais c'est des choses très souvent qui s'appliquent. C'est pour cela, quelque part, on avait dit il faut analyser le contexte, élaborer des scénarios, et lorsque la crise intervient, on ne fait que appliquer le scénario qu'on avait déjà décrit. Est-ce que le responsable sécurité a le dernier mot au sein de l'organisation? Oui et non. Oui, ça dépend de la culture sécurité qu'il y a au sein de votre organisation et du protocole sécuritaire. Qu'est-ce que j'entends par protocole sécuritaire? Dans certaines ONG, lorsqu'il y a une mission ou lorsqu'il y a une activité, le dernier à donner son OK est le responsable sécurité. Même si le responsable de l'ONG a donné son OK et que le responsable sécurité dit non, on ne peut pas y aller, alors l'activité n'aura pas lieu. Donc, c'est vous dire que ça dépend donc de l'organisation. Dans d'autres organisations, l'avis du responsable sécurité est juste, je ne vais pas dire facultatif, mais il est à titre indicatif. Voilà. On peut tenir compte de ça ou ne pas tenir compte de ça. Donc, ça dépend de l'organisation, mais très souvent, il est bon de prendre vraiment en considération l'avis du responsable sécurité, surtout si c'est basé sur des données concrètes, factuelles. Le dernier point, quelle est la différence entre la sécurité et la sûreté? Ok, la différence entre la sécurité et la sûreté, ça dépend des écoles. J'entends par école le domaine dans lequel vous évoluez. La différence que, par exemple, les forces de sécurité feront ne sera pas la même différence que certains responsables de sécurité feront dans les ONG, ainsi de suite. Mais pour faire simple, sûreté, c'est tout ce qui est menace, incident de nature non intentionnelle. Voilà. La sûreté, c'est vous préserver, par exemple, contre des produits chimiques qui peuvent se verser. C'est vous préserver, par exemple, contre des incendies. C'est de vous préserver contre des inondations. Alors que la sécurité, c'est tout ce qui est menace intentionnelle contre vous. C'est le cas de braquage, c'est le cas d'attaque, c'est le cas de mouvement de foule en vue de vous faire du mal. C'est les engins explosifs qui sont enterrés dans le sol. Donc, les mesures que vous prenez pour vous protéger contre les bandits, les groupes armés et autres, c'est de la sécurité. Et les mesures que vous prendrez pour vous protéger au service contre tout ce qui est menace, tout ce qui est danger qui pourrait survenir, pourrait mettre en danger vous et vos collègues, c'est de la sûreté. Ok, je pense avoir répondu à l'essentiel des questions. Merci encore à tous pour votre participation. Merci au cabinet qui m'a offert l'occasion de m'exprimer sur cette thématique. Donc, j'espère vous revoir durant la formation qui est proposée par le cabinet donc, sur le management de la sécurité. Et j'espère qu'on aura également durant cette formation-là des débats aussi riches que ceux de ce soir. On dit merci à M. Naye pour la présentation. Je voulais avoir un éclaircissement par rapport à Inosha. Je vais essayer de m'éclairer là-dessus. Inosha au Burkina.
Est-ce qu'il peut, j'ai pas bien entendu, une explication sur quoi? INOCHA. INOCHA. OCHA, peut-être il veut dire OCHA. Voilà, c'est ça. OCHA. Voilà, c'est ça. Et son rôle pour la coordination de l'action humanitaire. Si je peux éclaircir. Ainsi, voilà, et également si on pouvait avoir son numéro, si possible. Le numéro pas possible pour le moment. Ok. D'accord. D'accord. Donc, si vous voulez quelque chose, vous pouvez approcher le cabinet pour le moment. Ça marche. Alors, ok, nous donnons la parole à Clinton Tagodem. Vous avez la parole. Vous pouvez faire comme vous précisez en essayant d'être précis et concis. Bonsoir. Vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Ok. Merci au présentateur pour son brillant exposé. Ma préoccupation, j'ai deux préoccupations. La première, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un consigne, un protocole standard pour tous les ONG, un système de sécurité là, pour tous les ONG ou bien chaque ONG adopte selon le terrain et puis selon ses principes. Ça, c'est ma préoccupation. Et la deuxième préoccupation concernant la neutralité. Alors, cette neutralité, je n'ai pas bien compris, mais est-ce que l'autre cas, par exemple, concernant les terroristes et concernant aussi les forces de l'ordre, si on doit jouer la neutralité, c'est-à-dire que même si on voit là où les terroristes sévissent, on ne doit pas informer les forces de l'ordre, vice-versa, ou bien quelle consiste réellement cette neutralité qu'on doit jouer? Merci beaucoup. D'accord, merci à Clinton. Je vais vous dire Gérard et Clinton. Après votre intervention, vous pouvez baisser en même temps votre nez. Nous donnons la parole à un des anciens du cabinet, si je ne me trompe pas. Issaka Nebié, vous avez la parole. Clinton aussi, je pense bien, un ancien du cabinet. Issaka Nebié. Tout à fait. À l'exception de Gérard Ouedraogo, tous ceux qui interviennent juste là, ce sont des anciens. Quand il dit ancien, il a participé à au moins une formation avec le cabinet. Oui, Issaka Nebié, vous avez la parole. Puis, vous avez la parole. Alors, s'il a des difficultés, nous allons passer à Kodio. Kodio, allez-y. Alors, Issaka Nebié et Kodio ont pris nous la parole à Kouayi Abdul Aziz. Kouayi Abdul Aziz. Ok. Ah, je sais que c'est pas à mon niveau. Hein. Oui, bon, Kouayi Abdul Aziz. Ok, donc allez-y. D'accord. Alors, merci pour la parole donnée. Je remercie les présentateurs pour avoir été bref et précis. Alors, ma première préoccupation, il disait à quelque part que les avantages ne sont pas forcément pour des gens qui ont déjà évolué dans le domaine des armées, notamment police, militaire, gendarmerie. Alors du coup, je constate effectivement qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la sécurité. Au-delà de cette attestation pour les ONG, qui ont déjà d'autres attestations, même internationaux. Mais dommage, ils ne gagnent pas des faveurs lorsqu'ils postulent à ces genres de tests. Ou bien, je voudrais savoir, y a-t-il une manière de présélection ou bien c'est carrément le niveau académique élevé? Ma deuxième préoccupation, en situation de crise,
où le staff est pris en otage, la ville, on ne peut pas sortir. Est-ce que les référents sécu sont obligés d'évacuer les gens ou bien il y a une manière pour les garder au sein du site jusqu'à un certain nombre de jours? Ce sont mes deux préoccupations pour l'instant. Merci. D'accord. Ok, merci. Merci à Kouaï pour la parole. Et une petite parenthèse, juste rappeler surtout à ceux qui nous suivent que nous avons un programme de formation qui s'étale sur 2 semaines sur cette thématique-là. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le webinaire a été ici. Donc, tous ceux-là qui voudraient vraiment approfondir, même si le formateur ne pourra pas vraiment creuser toutes les questions, mais c'est qu'il va tenter de donner des éléments de réponse. Ben, si vous voulez être bien outillé, nous allons vous encourager à nous rejoindre pour les 2 semaines de formation que nous comptons consacrer à cette thématique. Alors, nous poursuivons et donnons cette fois-ci la parole à Valé Roger. Ok, Valé Roger a quitté la réunion. Ok, Kaboré Mahamadi. Vous avez la parole. Ok, merci. Merci aux présentateurs, merci à tous les organisateurs. Alors, ma préoccupation, c'est... il avait parlé de tenir des relations avec les différents partenaires. Ça veut dire dans les tâches du référent sécurité. En fait, je voudrais savoir de quelle relation s'agit-il. C'est avec quel partenaire? Et ce qui me ramène à une deuxième question. Ça veut dire il avait aussi dit à un certain niveau que on n'est pas obligé d'être un homme de tenue pour pouvoir occuper ces postes. Alors que, bon, quand on regarde la plupart du temps, il y a certains, la plupart du temps que je connais, c'est des anciens militaires, c'est des anciens gendarmes, vraiment qui ont des relations avec, probablement d'autres collègues qui sont toujours en service et qui les donnent beaucoup d'informations sur la sécurité au niveau du terrain. Donc, ce qui les permet d'être vraiment efficaces et ils ont des informations peut-être à l'avance que peut-être si tu es un référent simple, tu ne peux pas rentrer dans ce circuit, quoi. Voilà, donc je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit de ces relations pour avoir vraiment les vraies informations pour pouvoir éclairer le personnel, par exemple, quand il veut faire un déplacement, pour voir est-ce que dans cette zone-là, c'est sécurisé, la voie-là, à l'heure actuelle, en tout cas aujourd'hui, est-ce que vraiment on peut entreprendre un voyage sur cet axe-là, vraiment en sécurité. Et je sais que ceux qui sont dans le domaine, ils communiquent beaucoup avec les anciens collègues, en tout cas qui leur fournissent des informations qui leur permettent aussi de mener allègrement leurs tâches. Est-ce que il s'agit de ça ou bien c'est d'autres partenariats avec d'autres organisations comme peut-être INSO et autres? Merci. Ok, merci à... Je sais bien, c'est M. Kaboré. Merci. Nous allons poursuivre en invitant les gens à être assez précis, assez concis, parce que je vois que la liste est longue. Nous donnons la parole à Alaya Foubouk, je suis là. Est-ce que vous êtes dans les conditions de pouvoir intervenir pendant que Yacine Yuta se prépare? Ok, bonsoir à tous et bonsoir sur la Expo. Merci. D'accord. Yacine, vous pouvez y aller. Yacine Yuta, vous pouvez y aller pendant que Drago Denis se prépare. J'ai une question. J'aimerais savoir est-ce que ça sécurité le même que sécurité. D'accord. Merci. Nous donnons la parole à Yacine. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, je pense que bonsoir. vous me recevez. Ouais. Oui, on vous ok, reçoit. moi c'est Yacine. Ok, moi c'est Yacine Roland du chat. Juste pour savoir
quels sont les logiciels d'analyse des incidents que vous pouvez nous conseiller? Là, c'est vraiment ma question. Merci beaucoup. D'accord. Ah, nous en venons à Ouedraogo Dieng qui nous a beaucoup fatigué. Monsieur Ouedraogo, vous êtes là, Denis. Un peu fatigué avec son micro. Est-ce qu'il est dans les conditions de pouvoir intervenir? Déjà a pris la parole. Si monsieur Ouedraogo n'est pas disponible, nous allons donner la parole Oui, à notre ami allô, de la oui, Côte allô, d'Ivoire. allô, Oui, Ouedraogo Denis. allô, allô. Allez-y. Voilà. Oui, Ouedraogo Denis. Voilà, bonsoir à vous tous. Vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez bien? Voilà, ok. Merci à Monsieur Nadier pour son intervention. J'ai pris en cours et c'est ma première participation. Vous avez dû le constater parce que je manipulais trop. Voilà, je m'en excuse pour ça. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir est-ce qu'il y a un référendum. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit. Allez-y, on vous reçoit. On vous reçoit. Voilà. Ok. Je voudrais savoir si il y a un référentiel type pour, comme j'ai pris ça en retard, je voudrais savoir s'il y a un référentiel type pour la sécurisation des ONG en zone dangereuse. Un référentiel type. Ok, maintenant, comme j'ai pris le truc en cours, je voudrais savoir si après ça, on aurait, comment on appelle ça, un support. Même ne serait-ce qu'un support numérique, ça nous permet de bien suivre encore plus. Voilà, je vous remercie. Ok, d'accord, merci. Bon, je vais déjà répondre à la question pour ne pas oublier. Non, on n'a pas prévu de support pour le webinaire. C'est seulement les enrichissements que nous allons mettre à votre disposition. Donc, Okay. ceux qui auront les supports, c'est ceux qui vont s'inscrire pour les 2 semaines de formation. Donc, nous donnons la parole à notre ami de la Côte d'Ivoire, M. Moné SH. Ok. Je sais que vous avez bien récupéré votre certificat la dernière fois. Oui, j'ai bien récupéré. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Fiac. Ok, Oui, bonsoir. Je vous ai pris en marche parce que les 2 premiers jours, je n'étais pas disponible. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai pris le train en marche. Maintenant, ma préoccupation est que je remercie d'abord le présentateur, mais il a survolé le thème. Est-ce que je voulais savoir s'il y a une formation typique qui nous permettra d'aller en profondeur? Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. Nous donnons la parole à notre ami du Niger, cette fois-ci, si je ne me trompe, M. Salifou Ousseini. M. Salifou, un des anciens participants. M. Salifou. Ok, il n'est pas dans les dispositions. Donc, nous allons terminer par Moumouni. Oui, docteur. Une dernière, il y a un de ceux qui avait levé la main. Qui est là. Oui, bon, allez-y. Oui, monsieur Moumouni, allez-y. Merci de pour la présentation. Si vous voulez se revoir, première fois également des participants. Merci également. Monsieur Moumouni, moi je vous reçois très habilement. Peut-être vous utilisez un écouteur, vous pouvez aller directement, soit essayer de vous rapprocher. On vous reçoit difficilement, avec beaucoup de difficultés. N'est-ce pas? Oui, maintenant ça va mieux. Ok. Donc, je vous remercie pour le contenu offert par participer. Et les 2 petites questions, elle est de voir. Et quel est entre la vie et la sécurité ou la sécurité? Voyons très généralement dans les offres où nous confions les rôles différents. Donc,
chargée logistique. Donc maintenant, la deuxième, elle est de ça. Et est d'art qui est utilisé pour la sécurité des milieux humanitaires. Voilà, je vous remercie. Ok, d'accord. Donc je pense que nous avons donné la parole à tous ceux qui avaient les mains levées. Certains avaient des difficultés. Ok, Salifou, monsieur Salifou, allez-y. Oui, c'est Salifou qui vient intervenir. Non, c'est pas moi. Merci, docteur. Ok, oui. D'accord, oui, Salifou, allez-y. Voilà, merci, docteur. Ravi de vous entendre de nouveau. Donc, comme l'avait précisé, docteur, j'interviens du Niger. Et donc, je voudrais remercier M. Nadir pour son moyen exposé par rapport à ce concept-là. Donc, moi, ma préoccupation, même si les prédécesseurs l'ont abordé, c'était par la différence entre la sûreté et la sécurité. Donc, ma deuxième question, c'est par rapport à la qualité du référent sécurité qui a parlé. Est-ce qu'il va falloir obligatoirement faire une école de l'armée ou des forces de l'ordre pour répondre à poste là où il y a des écoles où on peut suivre des formations qui peuvent permettre en tout cas à tout celui qui veut évoluer dans ce domaine-là. Merci, docteur. D'accord, merci. Je m'assure qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Avant de donner la parole à M. Nadé, avec les webinaires précédents, c'est le webinaire qui a suscité le plus de questions. Près du double des préoccupations, ou bien presque l'ensemble des préoccupations en termes de nombre pour les deux précédents. Ça prouve tout l'intérêt que vous avez pour cette thématique-là. Je pense que le facilitateur l'avait déjà dit un peu dans son intervention. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il pourra vraiment toucher le fond de toutes vos préoccupations, mais il va s'essayer à réussir quand même. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps, environ 18 minutes. J'espère que cela sera suffisant pour aborder un temps soit peu vos préoccupations. Et nous allons surtout vous encourager à nous rejoindre pour les 2 semaines de formation initiée donc par le cabinet sur cette même thématique. Donc, M. Nadier, Bourema Togo. Bonsoir tout le monde. Merci. C'est vrai que la main est levée, mais en temps, il a la réunion. Oui, M. Bourema, allez-y très rapidement. Allez-y très rapidement. Ok, bonsoir tout le monde. C'est un message quand même. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou bien le poser. Ok, si c'est un message, le facilitateur pourra le lire. Moi, je vais le faire. Et on va donner la parole à M. Nadier. M. Nadier, allez-y. Donc, vous avez environ 16 minutes pour faire le tour des questions. M. Nadier. Ok, M. Nadi, votre micro est ouvert, mais moi, est-ce que les autres participants, est-ce que vous le recevez? Ceux qui reçoivent, M. Nadi, vous pouvez réagir avec le pouce. On ne reçoit pratiquement rien. On ne le reçoit pas, hein? Son micro est ouvert, moi, je ne le reçois pas. Est-ce que vous m'entendez? Allô, les autres? On le reçoit. Ok, oui, maintenant, je vous reçois. Oui, je vous reçois maintenant. Ok, j'ai été obligé de couper l'enregistrement au niveau de
logiciel-là. D'accord. Ok, d'accord. Je vois qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Oui, mais vous que pouvez c'est la thématique. Ok, bon. Non, allez-y, allez-y. J'espère que c'est parce que la thématique intéresse beaucoup les participants qu'il y a eu autant de questions. Je vais essayer d'aller dans l'ordre des questions posées et en essayant d'être le plus précis, mais le plus bref possible. Donc déjà, pour planter le décor, j'ai survolé un peu la thématique pour deux raisons essentiellement. La première est que en un bref temps, il était difficile en tout cas en 2 heures, on ne peut pas avoir une formation, dérouler tout ce qui est stratégie, principe de mise en application de la sécurité. En fait, l'idée, le fil conducteur que j'ai suivi, c'était de vous présenter un peu la nécessité pour vous de vous faire former dans le domaine de la sécurité, notamment pour ceux qui sont intéressés par le métier de référent sécurité, et du coup, de vous informer, en tout cas de vous donner l'envie de vous inscrire pour la formation que le cabinet propose. Donc, comme l'a dit le docteur, effectivement, le cabinet offre une formation en sécurité, pour un responsable sécurité, un manager sécurité, pour les organisations humanitaires. Donc, c'est une formation qui se déroule sur à peu près 2 semaines de temps et on a le temps d'approfondir toutes les notions de sécurité et certaines questions sont relatives donc à cette fonction-là. Ça vous donnera l'occasion de vous perfectionner et d'avoir les outils nécessaires pour gérer donc la sécurité dans le milieu humanitaire. Voilà un peu donc l'esprit dans lequel cette présentation a été faite. Il s'agissait donc de vous mettre l'eau à la bouche afin que le docteur ait beaucoup d'inscriptions et pour qu'on se revoie donc pour approfondir les notions. J'espère que je me dis que ça suscite autant d'intérêt en tout cas au regard des questions. Mais n'empêche que je vais répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur Narayam, je vais essayer de dire les noms. Vous m'excusez si j'écorche les noms, c'est pas intentionnel. Vous posez la question entre le principe de neutralité et le principe de do not harm. En fait, le principe de do not harm, c'est un principe qui est inclus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des principes sphères. Est-ce que certains le connaissent? Oui, peut-être, oui. C'était le premier webinaire. On sait, ok. Bon, je ne vais pas dire attarder, mais on a quand même abordé cela. Et c'est des choses que nous comptons également approfondir pendant la formation. Mais allez-y quand même. Donc, le principe de Do Not Harm, il est tout simple. Il s'agit pour vous de mener votre action humanitaire, aggraver la crise qui existe déjà, et donc sans porter préjudice aux populations auxquelles vous portez votre assistance. Ça, c'est un principe, en fait, pour aider des gens. Il ne faut pas que, par exemple, je donne un exemple, le fait de leur donner des vivres, que cela constitue un risque pour ces populations-là. C'est tout simplement cela. Donc, je vais aider une population. Si mon action ne va pas contribuer à les soulager et à les aider, c'est mieux que je n'aille pas porter cette assistance. Parce que si ça doit porter, ça doit accroître leur détresse ou accroître leur situation d'insécurité, c'est mieux de m'en prévenir et de trouver une autre solution pour les assister. Voilà tout simplement à quoi consiste le principe de Do Not Harm. Par contre, le principe de neutralité, c'est qu'en venant intervenir dans une zone, je ne vais pas interférer dans le conflit qui existe. OK? Voilà, je suis neutre, je ne prends pas parti, je ne suis pas là pour aider la partie A ou la partie B. Voilà, j'agis juste en tant que, je vais dire quoi, en tant qu'humanitaire, mais il y a également que je ne vais pas intervenir en favorisant une partie ou une autre. Donc, j'interviens parce que des populations sont dans le besoin, en détresse. Je ne vais pas considérer l'aspect religieux, je ne vais pas considérer l'aspect politique, je ne vais pas considérer l'aspect ethnique. Non. Ils sont dans le besoin, je les aide. Et certains vont plus loin en disant qu'on aide ceux qui sont le plus en besoin avant ceux qui sont le moins en besoin et tout. Mais c'est pas voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est que j'interviens, j'agis pour des populations, j'agis juste sur le principe qu'ils ont besoin de moi. J'agis juste sur le principe que ils sont en détresse, ils sont dans le besoin
et que mon action ne va pas favoriser le groupe A ou le groupe B, ne va pas favoriser tel groupe armé au détriment de l'État. Non, voilà. Donc, c'est un peu le principe de neutralité ici qui est différent du principe de do not harm. Est-ce que M. Narayam perçoit la différence ici? Et sa deuxième question, c'est est-ce que le référent sécu a le dernier mot? Ok, cette question est un peu complexe. Je vais dire que ça dépend de chaque organisation. Ok, il y a des organisations où le référent sécu a juste un rôle de conseiller. Il y a d'autres où le référent sécu est celui qui donne le feu vert ou le feu rouge. Donc, ça dépend un peu de la culture sécuritaire de l'organisation. Ça dépend aussi des antécédents sécuritaires de l'organisation. Ça dépend du contexte dans lequel vous évoluez. Mais toujours est-il que votre formation doit vous permettre de donner, je vais dire comme ça, les consignes et que ces consignes-là soient vraiment respectées. Donc, si vous voyez dans les qualités de référence sécurité qu'on a donné plus haut pendant la présentation, on parlait de la présence, de la prestance, de l'interaction, de comment vous parlez aux gens, comment les gens appliquent vos consignes. J'ai parlé de culture sécurité au sein de l'organisation. Donc, plus la culture sécurité est acceptée et est bien implantée au sein de l'organisation, plus les consignes seront respectées. OK? Mais si vous n'arrivez pas à vous faire accepter, si vous n'arrivez pas à vous imposer de façon douce, d'une façon ou d'une autre, vous aurez beau donner vos consignes, vous aurez beau développer vos arguments, on ne les prendra pas en compte. Voilà pourquoi il est nécessaire pour vous d'avoir cette culture de sécurité de votre organisation, de sorte que les gens font recours à vous à chaque fois que besoin est. Je donne un exemple. Je suis référent sécurité dans une organisation et même les week-ends, quand les gens veulent aller dans leur village, ils ont ce réflexe-là de m'appeler pour savoir est-ce que je peux aller. Voilà. C'est des déplacements personnels à titre privé, mais quand même, ils ont besoin du conseil du référent sécu. Je leur dis, OK, vous pouvez aller, ou je leur dis, ah, c'est mieux d'attendre, ou c'est mieux de prendre cet axe plutôt que cet autre axe. Donc, c'est pour vous dire que tout dépend de la... j'anticipe déjà pour une question que quelqu'un parlait de relations. Quelqu'un parlait de relations avec monsieur Kaboré, voilà. Donc, c'est plutôt comment vous interagissez avec vos collègues, comment vous interagissez aussi avec vos supérieurs, comment vous interagissez avec les autres responsables du département dans votre organisation, pour que tout ce que vous dites, en tout cas ce que vous dites dans l'aspect sécurité, soit pris en compte. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à M. Narayam. Mais comme je l'ai dit, chaque organisation a sa culture propre, chaque organisation a son mode de fonctionnement, de sorte que ce qui est dit par un responsable sécurité dans une boîte n'a pas le même poids dans une autre boîte. C'est bon, je peux passer à la question suivante. Monsieur... Oui, allez-y, monsieur, la diagonale du temps. Ok, donc je vais essayer d'accélérer. Monsieur Gérard posait la question sur OCHA. Donc, le docteur a expliqué ce que c'est. C'est l'organisation qui est chargée de la coordination de l'action humanitaire dans les pays. C'est une organisation des Nations Unies qui évolue dans les zones en conflit. Et son action, c'est de coordonner en fait l'action humanitaire, de sorte que les actions humanitaires ne soient pas dispersées, de sorte que les organisations humanitaires ne se marchent pas sur les pieds, de sorte que l'organisation humanitaire soit répartie de façon optimale sur le terrain. C'est tout simplement cela. Donc, OCHA, au sein de OCHA, toutes les ONG qui évoluent dans une zone seront représentées. De sorte que, par exemple, tout le monde ne met pas ses efforts sur le domaine de la santé et qu'on oublie le domaine de l'éducation ou le domaine de WASH, tout ce qui est eau, assainissement et autres. Voilà. Il s'agit pour eux de répartir de façon équilibrée, équitable, tout ce que vous voulez, en tout cas de façon optimale, l'action humanitaire sur le terrain. Ça va donc depuis la planification des actions jusqu'à la mise en application de ces actions-là sur le terrain. Donc, c'est une structure de coordination en réalité. C'est bon? Vous avez donné mon numéro, monsieur Dr Fiacre a répondu à cela. Ensuite, est-ce qu'il y a un protocole standard pour les ONG? Non, il n'y a pas de protocole standard pour les ONG. En fait, il y a trois stratégies de sécurité. Il y a l'acceptation, le principe de l'acceptation, il y a le principe de la protection, et
Et il y a le principe de... j'oublie le troisième principe là. Et c'est à partir de ces principes que chaque organisation va construire donc sa stratégie de sécurité. Ok, j'essaie de brosser assez rapidement ce que c'est. La stratégie de l'acceptation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que au sein de la population, votre action humanitaire soit acceptée. Ok, que les gens sachent que vous venez pour travailler pour eux et ils vont adhérer à votre activité, à vos idéaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le principe, le premier principe. Le principe de la protection, c'est de renforcer en fait vos mesures de sécurité. Ok, d'avoir recours aux forces de sécurité, d'avoir recours à des systèmes, en tout cas des mesures qui renforcent votre sécurité. Et le troisième principe qui me revient, c'est la dissuasion. C'est de faire en sorte que vous ayez un principe de réaction, de sorte que les gens aient peur de s'en prendre à vous. Donc, à partir de ces trois stratégies-là maintenant, chaque ONG va développer sa politique interne. Et ensuite, même au sein de l'ONG, en fonction de la zone, on n'aura pas les mêmes mesures de sécurité. À partir de la stratégie, donc, il y a d'autres mesures qui vont se développer. Il y a ce qu'on appelle en anglais les 4 T's, les 4 T. Il y a le principe du transfert, comment je transfère le risque. Au lieu que monsieur Gérard aille directement sur le terrain faire l'action, on peut demander à quelqu'un qui est déjà sur le terrain là-bas de faire l'action pour nous. Donc, il y a le principe du transfert, il y a le principe de tolérance. Est-ce que je tolère le risque? Le niveau de risque, il est moindre, il est minime. OK, on peut y aller en supposant que... Voilà, donc, il y a le principe du transfert, de tolérance, le principe de terminaison du risque. Je prends les mesures pour que le risque n'existe même plus. OK? Et il y a le principe du traitement. Je prends des mesures pour pouvoir supporter. Est-ce que si la zone est dangereuse, je vais aller avec un véhicule blindé? Est-ce que je vais aller... Voilà. Donc, il y a autant de mesures. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'en 2 heures, on ne peut pas développer tout cela. Ça demande une formation assez poussée, avec plus de temps pour aborder chaque point. Donc, on n'a pas forcément les mêmes mesures pour chaque organisation, c'est même pas possible. Chaque organisation a des missions différentes, a des missions différentes, a des principes différents, a des statuts différents. Donc, en fonction de la zone, en fonction de votre mission, vous allez adopter donc des mesures de sécurité qui vont avec. Donc, il était également revenu sur le principe de neutralité. Le fait de voir des groupes armés, des terroristes et d'informer des forces de défense, non, ce n'est pas le rôle des ONG. En tant qu'ONG, vous devez appliquer donc le principe d'impartialité et de neutralité. Voilà, votre action ne doit pas influencer un autre. OK? Donc, si je vois un groupe armé et je viens informer l'armée, je pense que je prends parti pour l'armée et ça viole forcément mon principe d'impartialité. OK. Ensuite, M. Abdulaziz, la question était de savoir pourquoi je disais que les anciens militaires, policiers ou gendarmes n'ont pas forcément un avantage. Je répète mon propos. Ce n'est pas parce que vous êtes ancien militaire ou ancien policier ou ancien gendarme que vous avez forcément un avantage concurrentiel dans le cas d'un recrutement sur quelqu'un qui n'a pas fait les forces armées. Ça répond en même temps à la question de M. Salifou. Les organisations humanitaires, lorsqu'elles recrutent un référent sécurité, vont éditer leurs requirements, leurs prérequis, ou en tout cas ce qu'elles recherchent comme conditions sur ces personnes-là. OK? Donc, le fait d'avoir fait l'armée peut être un avantage, mais il n'est pas forcément un avantage décisif ou ce n'est pas l'unique avantage que vous allez avoir. Donc, ça, c'est le premier principe. Ensuite, certaines organisations considèrent d'autres aspects, notamment la connaissance du terrain, le fait de pouvoir vous fondre au sein de la population, le fait d'avoir une certaine flexibilité. Donc, certaines personnes, au regard de leur parcours au sein des organisations, fait que ces personnes-là, en tout cas, présentent de meilleurs avantages. Et l'un des avantages donc décisifs, en tout cas important dans le cas du recrutement d'un référent sécurité, c'est d'avoir une formation en sécurité humanitaire. OK? Lorsque je dirais à un policier de sécuriser un convoi, un ancien policier ou un ancien militaire, il va peut-être tout de suite penser
escorte armée. Alors qu'il y a d'autres stratégies, beaucoup d'autres stratégies qui existent. Et certaines organisations qui ont pour principe de ne même pas avoir recours au principe de protection ne seront pas à l'aise avec cette façon de voir-là. Donc, vous voyez que le monsieur qui a fait la formation en sécurité humanitaire développera d'autres stratégies, ira peut-être sur l'analyse contextuelle, ira sur le principe de dissuasion ou d'acceptation qui convient mieux aux humanitaires que le principe de protection. Donc, voilà où se trouve l'avantage pour celui qui n'a pas été militaire, mais qui a suivi les formations en sécurité humanitaire que le cabinet CEFIC propose. Il aura donc un meilleur avantage sur ceux qui sont des anciens de la boîte militaire ou des anciens de la boîte de la police, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était le premier aspect de la question de M. Abdulaziz. Et ensuite, en cas de crise, quelles sont les mesures adoptées? Est-ce qu'il va évacuer immédiatement ou bien il faut attendre un certain délai? Là également, je vous dirais que ça dépend du contexte. Et si vous suivez la formation, vous verrez donc comment il faut agir dans ce cadre, dans ce genre de situation. Donc, très souvent, j'essaie de répondre. Dans la formation, il y a un chapitre qui est consacré à cela. C'est notamment les plans de sécurité, les plans d'évacuation et les plans de mitigation de risques. Donc, dans le plan d'évacuation, par exemple, on vous dira qu'il y a plusieurs mesures, plusieurs étapes à suivre. Il y a d'abord l'hibernation. L'hibernation, c'est en fonction de l'évolution de la crise. Lorsqu'il y a des troubles dans la ville, lorsqu'il y a des troubles dans le pays, vous ne pouvez plus travailler de façon normale. Vous faites l'hibernation. L'hibernation consiste à vous mettre en pause. Hiberner, comme vous l'entendez tout simplement, vous mettre en pause, à mener les actions qui sont strictement essentielles, et à faire du télétravail, par exemple. On vous dirait à vos collègues, travailler à partir de la maison. Seuls ceux qui ont la nécessité de venir au bureau viendront. On évitera les déplacements dans telle zone, on favorisera les déplacements dans telle autre zone. Après l'hibernation, il y a l'évacuation. L'évacuation peut être partie de la zone du personnel. Après l'évacuation, si vous voyez que ça ne résout pas le problème, on peut avoir maintenant la relocalisation. Donc, on peut quitter notre telle ville, aller dans telle autre ville et continuer. Il y a autant de stratégies qui existent, mais tout est basé sur l'analyse contextuelle que vous allez faire. OK? Et donc là, je dis que c'est des stratégies, c'est des techniques qu'on pourra vous développer pour vous au cours de la formation. J'essaie d'aller assez rapidement au regard du temps. Donc, M. Kabouré, les relations avec les partenaires, j'ai un peu abordé ça en amont. Ensuite, vous demandiez, vous dites, pourquoi j'avais dit que les anciens militaires, les anciens policiers, là également, j'ai répondu à la question. Et même si vous regardez, vous avez bien à propos parlé de INSO. Beaucoup de gens de INSO ne sont pas des anciens militaires. Beaucoup de gens de INSO ont des contacts, bien entendu, avec des militaires ou des anciens militaires, mais ils ne sont pas tous des anciens militaires. Et très souvent, les grands responsables de sécurité, c'est des gens qui ont fait du droit, qui ont fait de la gestion de crise, du management de crise ou des relations internationales, mais qui ont un certain background qui leur permet d'évoluer dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est surtout comment analyser face à l'environnement dans lequel vous évoluez et comment gérer la crise. C'est un peu cela qui fait votre atout en tant que référent sécurité. Monsieur Yassine demandait le logiciel d'analyse de sécurité. En fait, il y en a beaucoup, plus d'une dizaine d'outils. Il y a par exemple ce qu'on appelle assez couramment la matrice des risques. C'est à partir de l'analyse de l'impact de on va dire comme ça, de l'impact de ce risque-là sur la probabilité. Vous faites une matrice, vous faites le croisement et ça vous permet de savoir quels sont les risques les plus fréquents et ainsi de suite. Il y a d'autres grilles de lecture comme ce qu'on appelle ASCOP. ASCOP, c'est Area, structure, R en français, structure, capacité, capacité, organisation, population, événement. Il y a une autre grille, PEMSI,
pour ceux qui ont fait peut-être un peu de relations internationales à l'université, c'est politique, militaire, économique, je crois, sociale, infrastructure, information. Donc, il y a beaucoup de crises, beaucoup d'outils de gestion. Il y a aussi ce qu'on appelle assez couramment l'analyse des tendances. Ça vous permet de savoir quel événement, quel incident sécuritaire ou en baisse. Je cherche encore. Il y a l'analyse contextuelle, j'en parle depuis le début de la présentation. Il y a DIM. DIM, c'est diplomatie, information, militaire, économique. Donc, il y a beaucoup la cartographie des acteurs. Voilà, j'en parlais aussi. C'est de savoir qui agit dans telle zone, comment le mettre de notre côté ou pas. L'évaluation des vulnérabilités, c'est un peu une grille de lecture à cocher pour vous faire rentrer les réalités de votre organisation au sein de cette grille-là et vous analyser. Donc, il y a beaucoup d'outils d'analyse de risques. Et là également, je dirais que ce serait un peu fastidieux de tout citer en quelques minutes ici. Mais c'est des choses qui, au cours de la formation, vous seront enseignées. Monsieur Denis Ouedraogo, est-ce qu'il y a un référentiel type pour les organisations en zone dangereuse? Un référentiel type, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais je dirais que chaque organisation a sa stratégie de sécurité. Et si vous êtes recruté comme référent sécurité dans une organisation, très souvent la stratégie vient de la maison mère et à partir de là, vous déployez un peu en tenant compte de la zone dans laquelle vous évoluez. Monsieur Monet SH, j'ai survolé la thématique. Je pense que j'ai répondu à cela. Je disais pourquoi j'ai un peu survolé un peu et pourquoi, voilà, quelle était l'idée maîtresse lorsque je présentais, pourquoi je l'ai fait ainsi. Monsieur Soroba, quel est le lien entre sécurité et sûreté? Déjà, de façon courante, sécurité et sûreté sont des termes qui sont employés de façon interchangeable par non seulement les professionnels de la sécurité, mais même par ceux qui ne sont pas professionnels. Il existe des différences, mais qui changent d'une école à une autre. OK? Donc, quand vous prendrez des responsables de la sécurité, notamment, enfin des spécialistes de la sécurité, notamment dans le domaine de police, gendarmerie, militaire, ils ont leurs différences qui ne sont pas forcément les mêmes que dans le domaine académique. Mais très souvent, pour faire de façon simple, la sécurité, c'est gérer tout ce qui est menace non intentionnelle. Donc, la sûreté, c'est tout ce qui est erreur, défaillance et autres, des problèmes techniques qui peuvent causer des blessures, même des morts d'hommes. Okay? Alors que la sécurité, c'est de faire face à tout ce qui est menace intentionnelle. Lorsque les groupes armés veulent s'en prendre à vous, lorsque des brigands veulent s'en prendre à vous, la gestion de ces risques-là, lorsque c'est intentionnel, c'est de la sécurité. Et la sûreté, en anglais, la traduction, c'est safety. Pour ceux qui ont un peu de notion en anglais, voilà, c'est tout ce qui est gestion des risques. Donc, ça peut être les risques chimiques, biologiques. Voilà un peu la différence que certains font lorsqu'on parle de sécurité et de sûreté. Maintenant encore, je dis que ça dépend des écoles, ça dépend des domaines, mais voilà un peu grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à cela. La dernière question, M. Salifou demandait quelles sont les qualités du référent sécu. Est-ce qu'il faut forcément faire une formation militaire là-dessus? Non. J'ai répondu à cela il y a un moment, pas nécessairement, et d'ailleurs ce n'est pas exigé. Quoique certains postes, on vous exigera, pas qu'on vous exigera, on dira que c'est un atout d'avoir été ancien militaire et ancien gendarme. Parce que, comme l'a si bien dit quelqu'un lors de la question, dans certains cas, on a besoin d'anciens militaires et d'anciens gendarmes parce qu'on aura besoin de leur interaction ou en tout cas des réseaux dont ils disposent, d'une part, mais également de certaines formations spécifiques qui sont spécifiques à l'armée ou à la police et qu'on ne retrouvera pas ailleurs, notamment le maniement des armes, notamment et bien d'autres choses. Okay? Mais il existe aussi, ce que je veux vous dire, c'est que le fait de n'avoir pas été policier à ces offres d'emploi-là, si vous avez suivi les bonnes formations,
Et si vous avez certaines qualifications, notamment quelques notions en droit, notamment quelques notions en ressources, en droit, en logistique, en gestion de crise. Voilà, c'est quelques backgrounds souvent qui font un avantage aussi pour vous, qui permettent de compenser le fait que vous ne soyez pas ancien militaire ou ancien gendarme. Voilà. Et le fait, la capacité à tisser des relations, des réseaux d'information, c'est aussi un atout. Et très important également dans le domaine de la sécurité, c'est la connaissance du pays et des langues. Voilà, donc c'est aussi un atout parce que de plus en plus, le poste de référent sécu s'accompagne aussi, et j'en ai parlé un peu lorsque je parlais de l'accès aux populations, c'est le poste de... excusez-moi, je perds mon latin, c'est le poste de négociation responsable accès humanitaire, voilà. Donc, le responsable accès humanitaire ou bien l'officier accès humanitaire, c'est celui-là qui est chargé d'entrer en contact avec non seulement les partis étatiques, mais les groupes armés pour négocier l'accès de votre ONG à certaines populations. Donc, ça nécessite la capacité à interagir avec certaines populations locales, certains groupes armés, certaines forces de défense et de sécurité. Donc, la connaissance des langues locales aussi est un gros atout lorsque vous voulez postuler à ces postes-là. Donc, docteur, merci de me rappeler si j'ai sauté une question ou s'il y a une question qui n'a pas été prise en compte dans mes éléments de réponse. Sinon, je pense que j'ai pu aborder l'essentiel des questions. Ok, d'accord. Bon, moi aussi, je n'étais pas dans les dispositions pour pouvoir, avec un stylo et du papier, noter toutes les questions, mais je pense que l'un dans l'autre, vous avez quand même tenté de parcourir. Et tout en espérant que les uns ont été plus ou moins satisfaits, éclairés à la suite donc de ce webinaire. Comme on l'a dit, c'est un exercice qu'on ne peut pas prendre tout le contour en 2 heures de temps. Donc c'est pourquoi nous prévoyons d'aller jusqu'à 2 semaines pour ceux-là qui vont nous rejoindre à partir de la première semaine du mois de novembre. D'accord, donc merci encore d'avoir été là et nous allons nous donner rendez-vous le jeudi prochain pour un autre webinaire. Ça va intéresser beaucoup plus ceux qui aiment les statistiques, ceux qui aiment le suivi et évaluation. Nous allons beaucoup plus parler de collecte de traitement et d'analyse des données. On va évoquer les réussites, les avantages, les limites et en fonction de votre profil là. Qu'est-ce qui pourrait vous être plus accessible. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi prochain. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bon, c'est Michel Gom, je suis du Sénégal. J'ai été complètement le webinaire. J'étais au bureau, j'étais un peu pris là. Ok, d'accord. On s'excuse aussi parce que... D'accord. On s'excuse parce que depuis le début, on n'a pas encore rendu disponible les enregistrements. Mais il y a quelques insuffisances là-dedans que nous sommes en train de corriger. Est-ce que vous voyez? Les enregistrements sont là, mais à cause du réseau, comme pour ce webinaire, nous n'avons... Ok. Oui, donc comme pour ce webinaire, on n'a pas exigé aux facilitateurs d'être en présentiel. Donc on a voulu qu'ils restent depuis leur position comme les autres participants. Donc c'est ça qui a joué un peu sur les différents enregistrements. Donc nous sommes en train de voir avec des professionnels pour corriger. Sinon, ce qu'on va mettre à votre disposition, vous ne pourrez pas bien l'exploiter. Parce que tous les enregistrements sont là. Seulement qu'il y a un travail que nous allons faire et puis peut-être nous allons rendre disponibles tous les 5 webinaires, l'enregistrement des 5 webinaires en même temps. Ok, donc nous allons vous demander toujours d'être patient. Il n'y a pas de demander d'être patient et nous allons vous revenir par le groupe WhatsApp et par mail. Ceux dont nous avons les adresses mail, vous allez recevoir un lien pour reparcourir tous les 5 webinaires et ceux qui sont dans le groupe WhatsApp aussi, nous allons laisser des liens que vous pourrez exploiter. Donc, soyez encore patients. D'accord, donc on va prendre congé de M. Nadi ainsi que de l'ensemble des participants. Merci d'avoir été là. Et rendez-vous le jeudi prochain et le lundi suivant
pour nous dire des choses. Merci D'accord, beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Oui. Allô? D'accord. Oui. Oui. Oui, docteur, il y a des questions dans le chat. Vous avez ignoré carrément ça. Oui. Il y a des questions dans la messagerie. Oh là là. Je sais pas. Monsieur Nadi est parti. Je vais lire pour voir si je peux tenter de répondre, même si je ne suis pas spécialiste. Okay. Sinon, moi, ah bon, monsieur Nadi est toujours là. Monsieur Nadi, tant qu'il y a des questions que nous avons oubliées dans le chat. Oui. Il y en a qui coïncident déjà avec ce qui est répondu, mais d'autres sont là. Alors, ok, je vais tenter. Est-ce que je vais commencer par le dernier? Mon anglais, ce n'est pas trop ça. I will be grateful to be part of. Ok, sharing. Docteur, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Ok, parce que mon micro, je ne sais pas. Bon, je vais tenter de répondre à cette question. Comme il a dit, il y a certaines qui ont été répondues. Moi, je commence dès le début. La première question, enregistrement, ouais, ok, je pense que vous en avez parlé. Le minimum pour suivre la formation en sécurité. Donc, moi, je ne parlerai pas forcément de niveau ici, mais lorsque vous suivez la formation, quel est votre objectif recherché? Est-ce que c'est pour postuler au sein d'une organisation en tant que référent sécu? Donc là, forcément, vous aurez besoin d'autres qualifications académiques. Et ça dépendra donc de votre, comment on appelle ça, de l'offre pour laquelle vous postulez. Pour certaines offres, c'est d'avoir un background en sécurité, d'avoir 1-2 formations, d'avoir exercé pendant un certain temps. Pour d'autres, on va demander un niveau plus élevé, académique notamment, peut-être un bac plus 3, un bac plus 5, en fonction du poste de responsabilité que vous allez occuper. Mais la formation que nous proposons, donc, en fonction de certaines notions, de certains termes que nous allons développer, de certaines techniques que nous allons enseigner, ça demande quand même une certaine connaissance du monde humanitaire, une certaine compréhension de certaines notions. Donc, si vous êtes en mesure de suivre les autres formations, les webinaires, et vous avez bien compris ce que j'ai dit ce soir, a priori, il n'y a pas de problème à suivre la formation. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour le niveau 1. Bien sûr, si vous voulez vous perfectionner, il y a d'autres formations plus poussées que vous serez amené à suivre. J'espère que M. Jean-Claude, je reprends la question. OK. Ensuite, une autre question de M. Jean-Claude encore. On parle de logistique et sécurité. J'en ai parlé dans la présentation. Je disais que c'est vrai que du par le passé, c'est deux postes qu'on fusionnait, mais de plus en plus, les gens les séparent parce que la fonction de sécurité, c'est carrément une spécialité à part entière et ça demande beaucoup d'implications en termes d'investissement, d'efforts, de temps et tout. Et donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir cumuler les deux fonctions. Voilà. Par contre, l'aspect connaissance du terrain, connaissance des moyens à déployer et autres, et même en sécurité, par exemple, il y a tout ce qui est aspect communication, radio, terrain et autres. Si vous avez fait un peu de logistique, ça vous donne un certain avantage à comprendre ces notions-là. Donc, c'est un atout, mais voilà, c'est deux spécialités totalement différentes aujourd'hui. Comment se comporter en zone d'insécurité? Quelle formation académique est responsable? Est-ce possible d'être responsable sécurité avec seulement des certifications? Je viens d'en parler. Ça dépend de l'offre qu'on fait. Bien entendu, dans le domaine de la sécurité, les postes aussi sont hiérarchisés. Très souvent, vous avez l'assistant sécurité ou le local assistant sécurité, LSA, dans le sein des Nations Unies. Ensuite, vous avez le security officer, vous avez le head of office, ça monte. Donc, plus vous montez, plus on vous demande des formations académiques plus élevées. Mais pour ce qui est basique, voilà, des formations que vous aurez suivies dans des centres de référence, comme le CEFIC ou d'autres formations. Ensuite, de la pratique.
si vous faites la formation que nous dispensons ici, vous faites peut-être un certificat en sécurité incendie, vous faites sécurisme, ça vous donnera beaucoup plus de chances. Voilà. On parlera en termes de capacité que vous aurez acquis, ça vous donnera des opportunités à exercer cette fonction-là. Prendre des photos lors des activités et les publier sur les réseaux sociaux. Oui, dans ce cas, oui. C'est pour cela que vous devez développer une culture de sécurité au sein de votre organisation. Si vous êtes une organisation et que vous faites par exemple des campagnes de vaccination, vous voulez communiquer là-dessus, même si vous prenez des photos, ce serait bon de les soumettre au responsable sécurité qui verra est-ce qu'il n'y a pas des éléments sensibles qui peuvent être dévoilés à travers ces photographies. Lorsque vous êtes le premier responsable d'une organisation et vous devez faire un discours, le responsable sécurité peut vous dire attention, ne pas parler de telle chose, ne pas dévoiler en avance votre zone d'intervention et autres. En tout cas, il y a des éléments d'information que vous ne devrez pas divulguer pour ne pas mettre en danger votre organisation. Donc, c'est pour cela que je disais que le responsable sécurité est inclus dans tout ce qui est planification, organisation, exécution de vos activités. Il vous suit pas à pas pour donner son avis sur tous les points. OK? Après la formation en lien avec les attestations, M. Fiacre pourra revenir là-dessus. Oui, on donne des attestations pour la formation. Différence entre sécurité et sécurité. Pas pour ce webinaire. Non, je parle de la formation. Ok, oui, effectivement. Nous délivrons à la fin de ce cas de participation. Voilà. La différence entre sécurité et sûreté, j'en ai parlé. Recommandations au cabinet. Ok. Oui, c'est ça. Le prochain webinaire, et surtout le dernier webinaire, nous allons rentrer un peu plus dans le survoler, le suivi et l'évaluation, la gestion du projet pour le tout dernier webinaire. En tout cas, les deux derniers vont intéresser ceux qui ont aussi un penchant ou qui veulent évoluer dans le domaine de suivi, évaluation, de gestion de projet, de coordination de projet. D'accord. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions maintenant. C'est bon? Je pense aussi. Je crois. Hein. D'accord. Merci bien à tous. Merci pour votre participation. Merci pour les nombreuses questions. J'espère que j'ai pu apporter quelques éléments de réponse au moins et que les choses sont un peu plus claires pour vous tous. Merci et j'espère qu'on aura autant de participants lors des formations en sécurité humanitaire que le cabinet va offrir. Merci encore au docteur pour l'opportunité qu'il m'a offert de parler à tous et bonne suite à tous. D'accord, merci à M. Nadier et aussi toute son équipe. Il n'est pas souvent seul pour nous accompagner. Aujourd'hui, il était seul, mais ceux qui seront avec nous, vous allez voir d'autres de ses collaborateurs qui vont nous accompagner dans l'animation de cette formation. Ok, très bonne soirée et à jeudi pour le prochain webinaire. Même heure, même ligne d'accès.